France et des Français, potentiellement jusqu'au sacrifice suprême. Et cette éventualité n'est plus à prendre à la légère, si tant est qu'elle l'ait jamais été. Et deuxièmement, le niveau de très haute performance de l'industrie française de sécurité et de défense. Innovante, performante, adaptable, offensive, exportatrice, et le plus souvent, il faut le dire, au contraire d'autres secteurs, soucieuse de l'emploi de ses salariés, cadres, employés et ouvriers, qui ont à la fois la fierté de leur travail et le sentiment de participer au destin national et à la vie de leur territoire, travaillant dans des sites souvent implantés de longue date. Dans ce domaine aussi, j'ai aujourd'hui rencontré de grands professionnels, de véritables champions français, des hommes et des sociétés qui portent haut les couleurs de la France dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans l'ingénierie, dans la production et qui s'adressent à des marchés mondiaux évoluant dans un champ concurrentiel féroce. La guerre est aussi économique, je vous le rappelle. Je suis assez heureuse de voir des sociétés comme celle que nous avons visitée en dernier qui nous expliquent que leur premier client, c'est l'exportation, et même les États-Unis, dont on pourrait penser qu'en matière de défense, ils sont aussi des champions. Vous voyez, les champions français dépassent les champions américains. Mais ce double constat de l'excellence militaire et industrielle des militaires et de nos armées, et plus particulièrement ici de l'armée de terre et de nos ingénieurs et de nos sociétés, ne saurait faire oublier les défis vitaux que doit relever notre défense et les difficultés extrêmes auxquelles nous sommes confrontés, dans lesquelles, il faut bien le constater, la politique actuelle, ou plutôt l'absence de vision politique réelle depuis des années, a sa part. Elles tiennent à un contexte mondial, évidemment tout d'abord. Il est inutile de s'appesantir plus encore sur la gravité des menaces, d'ailleurs, qui pèsent sur nous. Les attentats sanglants qui se multiplient en France et dans le monde nous le rappellent, hélas, chaque jour, tragiquement. L'idéologie du fanatisme islamiste est un ennemi mondial qu'il faut combattre à l'intérieur comme à l'extérieur de notre pays. Nos militaires sont en première ligne sur tous ces théâtres, hors de nos frontières, ce qui est le cœur de leur mission, mais aussi en appui et soutien de plus en plus fréquemment et aux limites de l'asphyxie, il faut le dire, des forces de sécurité de l'intérieur. L'exemplarité de nos soldats doit être saluée, je l'ai déjà dit. Elle doit l'être d'autant plus que la société française actuelle ne la perçoit pas suffisamment. Je tiens en effet à dénoncer ici le désarmement moral qui caractérise notre pays et plus particulièrement ses gouvernants aujourd'hui, le délitement lent mais inexorable du lien armée-nation, du lien défense-société caractérise notre époque et nos gouvernants ont en cela une écrasante responsabilité. La posture morale et médiatique dominante qu'ils ont adoptée depuis des années relègue le modèle du soldat à l'arrière-plan des exemples donnés à notre jeunesse, alors qu'il conviendrait de remettre son image en avant et d'entretenir l'esprit de défense. La pression des faits et de la réalité qu'on ne peut cacher plus longtemps a fini par conduire le gouvernement socialiste à prendre enfin un début de mesure. Certes minime, ça va un peu dans le bon sens, avec d'abord l'actualisation de la loi de programmation militaire 2014-2019 qui, dans un premier temps, a diminué le rythme de la baisse des effectifs de la défense en lui donnant quelques moyens budgétaires supplémentaires, 3,8 milliards sur 4 ans, ça n'est pas quand même non plus très important. Et enfin, la décision annoncée par le président de la République le 16 novembre dernier d'annuler les diminutions d'effectifs prévues d'ici 2019. Certains, là comme ailleurs, veulent donc nous faire croire que ça va mieux pour les armées. Or, il n'en est rien. D'abord, ce gouvernement nous a malheureusement habitués à des annonces non suivies des faits. À cet égard, alors que le président de la République avait déclaré que le budget défense était désormais sanctuarisé, on apprend que Bercy a imposé le gel de près de 470 millions d'euros de crédits affectés au programme d'équipement des forces, ce qui est plutôt inquiétant. Nous avions fait d'ailleurs à l'époque, le 30 mai, un communiqué sur ce sujet. Ensuite, parce que nos armées, malgré ces mesures qui ne sont que minimes, restent dans un état critique. Nos forces terrestres, maritimes et aériennes sont suremployées. L'armée de terre en particulier doit consacrer désormais pratiquement autant d'effectifs en opération intérieure avec Sentinelle qu'extérieure. Je vous ai parlé tout à l'heure de Sentinelle. Il est évident que ce programme, depuis de trop nombreuses années, utilisé depuis de trop nombreuses années, est un outil aujourd'hui
d'affaiblissement, parce qu'elle perturbe le cycle de préparation aux projections extérieures. Actuellement, à titre d'exemple, des sections d'infanterie ont vu leur préparation opérationnelle en vue d'une projection en septembre supprimée pour aller renforcer le dispositif de l'Euro à Paris. Parce que nos soldats, je vous l'ai dit aussi, se transforment en vigiles, même si les modes d'action sont devenus plus dynamiques, avec tous les effets secondaires que cela induit, notamment au plan des motivations. On ne s'engage pas dans l'armée pour être vigile. Nos matériels, parlons-en, ils sont usés pour beaucoup à bout de souffle et les crédits de maintien en conditions opérationnelles toujours largement insuffisants pour les régénérer. La préparation opérationnelle de nos soldats, compte tenu de leur suremploi, ne peut plus être assurée dans de bonnes conditions. L'exemple de l'Euro est tout à fait récent. Même chose pour nos aviateurs et notre armée de l'air, dont le chef d'état-major a annoncé que l'on ne pouvait engager en opération que 20 chasseurs, et encore en étant en surchauffe, compte tenu des contraintes de formation des pilotes et de maintien en condition de nos appareils. La marine n'est pas en reste et rencontre les plus grandes difficultés à assurer la protection de nos intérêts outre-mer et notre zone maritime exclusive par manque de moyens de surveillance hauturière, tout en assurant le soutien de notre force océanique stratégique. C'est donc globalement à un manque de moyens en personnel et en matériel auquel nos armées sont confrontées, alors qu'on ne leur a jamais autant demandé. Cette situation est la conséquence d'une longue dérive et de la diminution de notre effort de défense qui s'est accélérée, il faut le dire, en particulier sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui a décidé de la suppression de 54 000 postes à la défense et la réduction de la plupart des grands programmes d'armement. Je m'étonne que M. Sarkozy